opportunité qui est très spéciale pour un médecin de pratiquer en clinique et de faire de la recherche en même temps. Ça te permet de rendre compte un petit peu des besoins concrets des patients et de développer des outils de pratique, comme vous allez voir aujourd'hui dans les projets de recherche qu'on a. Donc, Dr. Witkowski, qui est neurologue, ses domaines de recherche sont la démence précoce qui atteint les gènes et la sclérose en plaques. Elle travaille pour développer des nouveaux marqueurs sanguins dans ces maladies, mieux comprendre et développer des traitements novateurs et des prises en charge globales des patients. Donc, c'est un peu autour de ça aujourd'hui qu'on va avoir cette discussion, une petite présentation de la part de nos deux chercheurs et ensuite, il y aura une période de questions où on pourra interagir avec eux. Donc, je cède la parole à Alexandre et au Dr. Witkowski et je vous laisse le tout. Merci Saïd. Alors effectivement, on a fait une présentation, vraiment quelque chose de pratique pour vous montrer comment ça se passe le travail entre un étudiant et un clinicien-chercheur. Voilà, donc plus basé sur deux projets qu'on va vous présenter. Donc le premier, ce sera la méningo-radiculite post-vaccination contre Covid-19. On a eu un cas vraiment exceptionnel qu'on a voulu rapporter. On va vous expliquer comment on a fait pour créer l'article, pour travailler dessus, et puis comment ça s'est passé jusqu'à la publication. Le deuxième projet, c'est à propos d'un projet qui est toujours en route, qu'on a commencé depuis un petit moment déjà avec Alexandre, suite à un stage de recherche. C'est l'impact psychologique du diagnostic biologique de la maladie d'Alzheimer. On va vous expliquer comment on a fait pour, à partir de la rédaction du protocole et puis jusqu'aux résultats préliminaires. On vous expliquera ensuite personnellement ce que nous, on trouve comme avantage et comme défi dans notre travail de recherche, autant du point de vue d'Alexandre, du point de vue d'étudiant, que de mon point de vue. Et puis, ce sera finalement la période des questions. Donc, de mon côté, je vais peut-être commencer juste par vous parler un peu du rapport de cas. Donc, l'article est intitulé Meningoradiculitis Post-COVID-19 mRNA Vaccination, a Case Report. Puis, bon, ça décrit un peu, là. L'article a été, en fait, ça a été accepté pour publication la semaine dernière, puis c'est apparu en ligne il y a 2 jours à peu près, là. Donc, c'était publié dans le journal Clinical Immunology Communications, puis je vais vous parler un peu du cas. Essentiellement, c'était une femme de 44 ans qui était connue pour un antécédent d'arthrite inflammatoire post-vaccin PBL. Elle s'est présentée à peu près 4 jours après son vaccin contre la COVID-19. Puis ses symptômes principaux, c'était une sensation de choc électrique dans la jambe, une hypoesthésie, donc une perte de la sensation, là, un déficit moteur à la jambe, puis un signe de Babinski. Elle avait aussi vraiment une douleur quand même assez extrême au niveau du dos. Puis aussi, plus au niveau central, au cerveau, elle avait des maux de tête, puis sa cognition était affectée, incluant sa mémoire. Puis elle avait de la difficulté à se concentrer beaucoup. Tout ceci, ça s'est passé, il y a eu comme une présentation à l'urgence, puis là, elle a été donnée un congé, revenue, parce qu'elle avait d'autres symptômes. Puis ça s'est passé au-dessus de quelques semaines, puis elle a été vue en externe aussi. Puis à ce moment-là, ils ont fait un EMG, ce qui a démontré une radiculopathie de la racine L5 droite. Puis aussi une inflammation de cette racine-là était visible à l'IRM. Si vous regardez les images, là, on voit que l'image A, c'est la racine L5 droite, puis on voit qu'elle ramassait plus du radiotraceur. Puis même à gauche un peu, là, c'est augmenté aussi. Donc ça nous démontrait vraiment qu'il y avait de l'inflammation à ce niveau-là. Puis ça le prouvait quand même assez. Puis aussi, il y a une ponction lombaire qui a été faite 17 jours après le vaccin, puis ça démontrait un nombre élevé d'IgG totaux. Puis finalement, on avait fait aussi des sérologies qui étaient compatibles avec la formation aiguë d'anticorps. Donc, on avait des IgM présents, mais pas d'IgG au jour 14. Puis là, finalement, au jour 21, il y avait des IgG aussi. Après tout ça, on a fait un traitement à base de prednisone et de physiothérapie, vu l'évolution clinique puis certains caractères qui nous indiquaient que c'était une bonne conduite, là. Puis après 9 semaines, elle avait un rétablissement pratiquement complet de tout ça. Donc ça, c'est pas mal en résumé ce qui s'est passé.
Si vous voulez plus de détails, vous êtes bienvenu de lire l'article. Comme je mentionnais, c'était dans le journal Clinical Immunology Communications. Donc, pour revenir un peu sur le contexte qui nous a poussé à aller vouloir écrire cet article-là, c'est sûr, tout ça, ça s'est passé en mars 2021. Donc, à ce moment-là, si vous vous en souvenez, c'était des nouveaux vaccins contre la COVID, c'était relativement récent. Puis, c'était une nouvelle technologie vaccinale, les vaccins à ARN messager. Puis, si on sort un peu de tout le contexte politique qui s'est développé autour de ça, ça reste un nouveau produit médical. Puis, c'est important de bien connaître ces vaccins-là, puis bien connaître leurs effets secondaires et leurs publications. Puis, tout ça, ça nous a encouragé à vouloir publier puis partager ce cas-là. Puis, donc, à la fin mars 2021, on a commencé la rédaction. Puis, pour ça, on a dû aller chercher de l'expertise appropriée. Donc, si vous aviez remarqué, il y avait quand même plusieurs auteurs sur l'article. Puis ça, c'est parce que c'était quand même un cas qui était pluridisciplinaire. Puis, entre autres, comme Dr. Witkowski, neurologue, moi, je suis un étudiant en médecine. Donc, des choses comme l'immunologie, ce n'est pas nécessairement notre domaine d'expertise. Donc, entre autres, on a contacté Dr. Luc Boudreau, qui est un biochimiste qui spécialise un peu en immunologie à l'Université de Moncton. Puis, il nous a énormément aidé plus de ce côté survie fondamentale. Donc, la rédaction, tout ça, ça a pris environ 3 mois. Début juin 2021, c'est là qu'on a commencé à soumettre à des journaux. Puis là, on a fini par soumettre à plusieurs journaux. Des fois, des journaux vont rejeter pour des raisons comme ça ne rentre pas dans leur champ qu'ils veulent, le champ de sujet qu'ils veulent partager, ou c'est juste pas un article qui les intéresse. Puis finalement, on a été soumettre au journal Clinical Immunology Communications. Puis c'est avec eux qu'on a passé à travers du processus de revue par les pairs. Après quelques semaines, ils nous ont fait une demande de révision. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'ils voulaient des informations d'extra. Ils voulaient des résultats de sérologie que j'ai mentionné tantôt avec les IgG. Puis, c'était pas un test qu'ils faisaient d'emblée dans les laboratoires au Canada. Donc, on a dû commander des trousses à sérologie d'Allemagne. Puis, on a pu tester du sérum puis du LCR qu'on avait gardé en réserve. Donc, ça c'est devenu vraiment utile quand c'est venu à ça. Puis, à travers je crois, trois demandes de révision, on a fini par être accepté le 13 mars 2022. Je pourrais passer la parole au Dr. Witkowski. Alors, je voudrais souligner aussi qu'Alexandre a fait un super travail tout au long de ses échanges avec les reviewers parce qu'ils nous posaient des questions qui étaient difficiles, sur lesquelles, comme il disait, nous, on ne comprenait pas très bien quelle était la finalité, pourquoi ils voulaient savoir ça. On a dû faire de la recherche, se former à comprendre comment l'immunologie post-vaccinale, ça fonctionne, etc. Et puis, aller chercher des informations à droite, à gauche, répondre aux reviewers, leur répondre parce que il y en avait un qui nous titillait un petit peu à poser des questions vraiment précises. Donc voilà, ça a été un gros travail tout ça et Alexandre a été formidable et on est vraiment content d'être arrivé à publier. En plus, c'est un beau journal qui est un journal tout nouveau, mais ils s'attendent à avoir un impact factor à peu près entre 2 ou 3, ce qui pour un case report est vraiment quelque chose de très bien. Et puis pour une première publication où Alexandre est premier auteur, c'est vraiment très bien. On va passer au deuxième projet, donc l'impact psychologique du diagnostic biologique de la maladie d'Alzheimer. Le contexte, c'est que depuis 2007, pour diagnostiquer une maladie d'Alzheimer, on a un outil biologique, on fait une ponction lombaire et on peut doser les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dans la ponction lombaire. Ça fait depuis 2007, ça fait déjà longtemps que c'est possible, mais malgré ça, il y a encore une idée que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, c'est une maladie grave. Dire à quelqu'un qu'il a une maladie d'Alzheimer, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique? Poser un diagnostic avec certitude alors qu'il n'y a pas de traitement derrière, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et il y a encore certains médecins ou même des personnes ou même certains neurologues qui peuvent avoir comme une appréhension à poser un diagnostic précis d'une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement curatif. Avec Alexandre, on s'est posé la question de savoir effectivement si on faisait du bien ou on ne faisait pas du bien en posant le diagnostic de façon biologique.
déjà, c'est une ponction lombaire, c'est un geste invasif, c'est pas rigolo. Mais en plus, psychologiquement, est-ce que l'impact est positif ou négatif par rapport aux patients et par rapport à leur famille? Donc, on a élaboré un protocole de recherche. D'abord, ça a été faire la revue de la littérature, déjà été traité ou pas, puis il n'avait pas été traité. Ça avait été traité à propos d'autres façons de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, mais pas directement avec la ponction lombaire. Ensuite, on a déterminé quelle serait la population étudiée. Donc, la population, c'est plutôt mes patients, donc plutôt des malades qui ont une maladie d'Alzheimer précoce, ce qui veut dire le premier symptôme avant l'âge de 65 ans. Comment on allait faire pour les recruter? Donc, c'est des patients que je vois. Comment faire pour qu'Alexandre soit mis au courant, tout en respectant la confidentialité, etc. Et puis, quelles étaient toutes les étapes de l'étude. Donc, pour élaborer le protocole de recherche, on a réfléchi à ça. On a fait aussi quelques allers-retours à un moment. On ne savait pas trop si c'était mieux de le faire par téléphone, si c'était mieux de le faire juste après ou même avant. Pour des patients qui avaient déjà reçu le diagnostic il y a un certain temps, est-ce qu'on pouvait les inclure? Donc, on a réfléchi à tout ça. Puis finalement, Alexandre procède à des appels téléphoniques envers les patients quand ils sont capables de répondre, parce que certains sont un peu trop dégradés au niveau cognitif et puis ne sont plus très capables de répondre, ou bien n'ont juste pas envie aussi. Et puis, ils discutent surtout avec les proches, donc avec les proches aidants, comme l'époux ou un membre proche de la famille. Et ils posent des questions ouvertes, mais aussi des questionnaires, surtout de qualité de vie ou de charge mentale, de charge de travail à la maison, pour essayer de voir ce que les personnes pensent. On a trouvé intéressant aussi d'avoir des questions ouvertes qui sont comme est-ce que vous recommanderiez cette procédure à un ami? Qu'est-ce que vous avez pensé comme avantage? Et puis en les laissant s'exprimer librement pour essayer de noter ça et puis de dégager une impression clinique comme ça. Bien sûr, il a fallu présenter le projet au comité d'éthique. Donc ça, c'est une grosse étape dans le déroulé d'une étude. On présente le protocole, il faut bien réfléchir à tout ce qui va protéger les patients, ne pas les mettre en danger, protéger leurs données, protéger tout ce qui pourrait fuir comme information médicale, rédiger des formulaires de consentement pour les patients, mais aussi pour les proches aidants. Et puis, le comité d'éthique regarde tout ça en détail, repose des questions sur les choses qui leur paraissent plus pertinentes. Donc, c'est toujours une grosse étape. Donc maintenant, j'aimerais peut-être vous présenter un peu les résultats préliminaires qu'on a obtenus jusqu'à maintenant, à partir des patients qu'on a déjà parlé à, puis de leurs accompagnants. Donc, ceci, c'est surtout au travers des questions ouvertes qu'on parlait qu'on a obtenu ces informations ici. Des avantages qui ont été mentionnés par la patiente de passer à travers ça, d'avoir la procédure, la ponction lombaire, puis d'avoir la réponse, dans le fond, là. Certains voient comme un avantage que ça permet d'avoir la maladie d'Alzheimer comme une explication vraiment comme solide, puis ça semble objectif de leurs symptômes. Puis, une des citations qu'on avait eues je crois que ça c'était d'un accompagnant, c'est, ils avaient dit, d'une façon, ça fait comme du bien d'avoir la réponse, parce que eux étaient dans un contexte où il y avait tous ces symptômes-là, d'un âge quand même assez jeune, puis ils ne savaient pas trop pourquoi leurs proches perdaient la mémoire ou avaient d'autres symptômes. Donc, pour eux, c'était bien d'avoir cette explication-là. Il y avait aussi la capacité d'agir sur l'information qu'ils avaient reçue. Donc, par exemple, on a eu la citation que après qu'on a su ce que c'est, on pouvait essayer en famille de se préparer pour le futur, de mettre des choses en place. Donc, ça pourrait être, par exemple, faire des arrangements légaux ou des choses comme ça, ou appliquer pour des foyers de soins. C'est sûr, il y a des désavantages aussi. Donc, beaucoup ont mentionné le caractère invasif de la ponction lombaire. Donc, il y en a un, ça venait d'un accompagnant qui parlait de son proche, puis il disait, tu pouvais voir qu'elle n'avait vraiment pas le goût de passer au travers d'une procédure comme ça.
Puis, finalement, on a aussi été mentionné que la maladie d'Alzheimer, ben, ça reste que c'est un diagnostic difficile. Puis, il y a quand même peu qu'on peut faire du côté médical pour en changer la trajectoire. Donc, ici, ça, c'était encore un accompagnant qui m'a dit ça ne change rien sur sa maladie. Il n'y a pas de traitement qui va la guérir. Elle sait qu'elle a une maladie, mais elle veut s'en faire rappeler le moins possible. C'est un peu comme tourner le couteau dans la plaie. Ce que j'avais trouvé quand même intéressant. Puis, c'est sûr, toutes ces opinions-là, ils sont pas uniformes à travers tous les participants, mais c'était quand même ça qu'elle avait sorti. Puis, jusqu'à date, on a parlé à 6 patients et 10 accompagnants. Puis, quand on leur a demandé s'ils recommanderaient ou non la procédure, donc, tous les 6 patients ont dit que oui, ils la recommanderaient, puis 9 des 10 accompagnants ont dit qu'ils recommanderaient la procédure. Donc, c'est sûr, il y a un certain biais du fait que toutes ces personnes-là avaient décidé d'avoir la procédure en premier lieu, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a très peu de gens qui finissent par la regretter. On a aussi fait un questionnaire de qualité de vie, donc c'est le Quality of Life in Alzheimer's Disease, qui était plus haut chez les patients que le score qui était accompagné par les accompagnants. Donc, les accompagnants rapportaient un score sur la qualité de vie du patient. Donc, c'est 40 sur 52 versus 29 sur 52. C'est quand même une différence significative. Puis ça démontre que peut-être que la perception des patients est que leur vie est mieux que ça que les autres pourraient en penser. En moyenne, on a eu un score de l'échelle de dépression gériatrique de 3 sur 15 après le diagnostic, puis l'échelle du fardeau Zaritz, qui est une échelle du fardeau pour les accompagnants, on a donné un score moyen de 26 sur 88. Puis tous ces données-là, on a eu la chance de les présenter à un congrès. Ça s'appelait, le congrès, c'était The Lancet Summit, Pre-Symptomatic Prevention and Treatment of Neurodegenerative Diseases, qui s'est passé en décembre 2021. C'était en ligne, mais habituellement, ça se passe à Londres, là, c'est à chaque quelques années. Puis c'est un congrès qui est vraiment tout autour de comment on pourrait diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies neurodégénératives longtemps avant qu'on manque des symptômes, parce qu'ils commencent à voir que le processus pathologique se passe longtemps avant les symptômes. Donc ça, c'était l'affiche qu'on a présentée à ce moment-là. Si je vous parle maintenant un peu du processus de recherche en tant qu'étudiant, c'est sûr, moi, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'avantages. C'était une expérience, j'ai gagné beaucoup d'expérience avec ça, puis j'ai fait vraiment beaucoup d'apprentissage, puis vraiment, c'était une expérience que je regrette aucunement. J'ai eu de l'excellent contact avec des professeurs, puis travail d'équipe avec des excellentes personnes comme Dr. Witkowski. J'ai aussi beaucoup d'expositions que je n'aurais pas eu autrement. Entre autres, comme on a mentionné, c'est moi qui faisais les appels avec les participants pour le deuxième projet. Donc, ça m'a donné la chance de parler avec des gens qui étaient atteints de démence précoce, puis de leurs proches, puis de vraiment comprendre leur expérience. Puis c'était vraiment gagnant comme expérience pour moi. C'est sûr, j'ai eu la chance d'améliorer mes méthodes de travail, puis d'avoir cette expérience-là de recherche, puis d'avoir publié un article, ben, c'est sûr, ça va aider mon CV. Là. Certains défis que j'ai rencontrés, c'est sûr, il y a le syndrome de l'imposteur, comme par exemple, parfois, je vais recevoir des courriels de journaux qui, juste par défaut, ils disent « Hello, Dr. Landry », puis pour moi, c'est comme « Wow, là, pas encore », mais donc, il y a un peu ce sentiment-là qui vient. Puis, c'est sûr, il y a une incertitude, puis il y a des demandes de temps qui est pris, puis des fois, ça peut être difficile parce que c'est des projets qui font, ça fait presque 1 an et demi qu'on fait, donc des fois, c'est des choses qui se sont dites longtemps passé, donc c'est dur de s'en rappeler. Donc, ça peut être un défi des fois aussi. Là. Alors, c'est mon tour de vous exposer les avantages et les défis en tant qu'encadrant. Alors, l'avantage pour moi, c'est le contact avec les étudiants, avec Alexandre notamment, mais j'ai d'autres étudiants avec qui on travaille. Et c'est sûr qu'ils ont toujours des questions, ils mettent toujours le doigt sur des choses difficiles ou sur des choses il faut toujours se remettre en question et c'est vraiment positif. Ça permet de garder la connaissance au meilleur point, de se reposer des questions sur des acquis qu'on pensait. Donc ça, c'est vraiment précieux. En même temps, c'est pas évident de toujours se remettre en question, de toujours réfléchir, de toujours se dire « Ah tiens, je lui ai dit ça, mais est-ce que je suis sûre de bien savoir ça? Je vais vérifier avant que je lui dise pas une bêtise, parce qu'il n'y a rien de pire que de dire une erreur à un étudiant. » C'est super de travailler en équipe, travailler avec des étudiants, et puis la recherche, ça permet d'être en contact avec d'autres personnes, de découvrir
des nouvelles personnes et le côté multidisciplinaire est vraiment bien aussi. C'est sûr qu'en dehors de la recherche, moi, je n'aurais pas forcément discuté avec des biologistes, des biochimistes, des infectiologues, etc. Et ça permet vraiment d'ouvrir, d'avoir une grande ouverture comme ça. Les défis qui vont avec le travail en équipe, c'est l'attente des réponses. Parfois, les gens ne répondent pas, il faut les tanner, les communications peuvent être difficiles. Donc, voilà, j'ai de la chance. C'est jamais le cas avec les étudiants, mais parfois, voilà, les gens sont toujours occupés et puis c'est quelque chose qui reste un défi. La recherche, c'est aussi la promotion de la santé et puis la santé avec un grand S, avec le meilleur des preuves. Donc ça, c'est intéressant aussi d'essayer de réfléchir, de voir à chaque fois, tiens, comment on pourrait améliorer ça? On a un problème là-dedans, comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer les mentalités? Donc c'est vraiment intéressant. Il faut toujours se rendre disponible. Donc voilà, ça aussi, hein, c'est pas rare du tout qu'on fasse des réunions le soir parce qu'on n'arrive jamais à trouver aucun autre moment où plusieurs personnes sont disponibles. Donc des réunions à 19h30, 20h, 20h30, c'est arrivé très souvent. C'est une satisfaction personnelle quand on a un article qui est publié, bah, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait du bien sur le CV aussi, mais d'une façon personnelle, c'est une sorte de reconnaissance. Puis c'est toujours bon à prendre. Ça demande toujours du temps, des investigations. Et puis le mot responsabilité, je l'ai mis dans avantages et défis parce que moi j'aime beaucoup avoir des responsabilités. C'est sûr que c'est intéressant, mais ça demande du temps, ça demande de la remise en question, ça demande vraiment beaucoup de choses aussi. Donc je l'ai mis des deux côtés. On a terminé pour notre présentation. On est ouvert à vous si vous avez des questions. Ben, avant les questions, j'aimerais premièrement vous remercier pour cette excellente présentation aux deux. Vous féliciter surtout pour la publication d'un papier parce que, comme vous dites, sortir un papier, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est du travail acharné de la part de tout le monde, avec vos horaires, avec vos choses. C'est vraiment un bel accomplissement. Donc, je vous lève mon chapeau, je vous dis bravo. Et je me demande s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires pour nos deux intervenants aujourd'hui. Sinon, moi, j'en ai plein. Il y a des petites mains qui se lèvent. Oui, donc je vais donner... Michel, je te vois. Je vais essayer de le unmuter. Oui, bonjour Saïd. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur Léger, allez-y. Bonjour, bonjour. Ben, très bien, j'ai beaucoup apprécié votre présentation aux deux présentateurs, présentatrices. J'aurais une question par rapport, il y a un résultat que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était la disparité entre les perceptions des personnes qui accompagnaient les gens avec la maladie d'Alzheimer et les personnes même qui avaient la maladie. Donc, on parle du score qualité de vie. Là. Est-ce que vous avez vu ces scores-là, est-ce que vous avez vu ces résultats-là corroborés dans les résultats plutôt qualitatifs? Est-ce que vous avez vu une collaboration entre ce que vous avez vu et trouvé quantitativement et vos entrevues qualitatives? Je peux peut-être répondre à cette question-là. De mon côté, je peux certainement dire que oui. C'est un phénomène, en fait, qu'on nomme la nosognosie, si je ne me trompe pas. C'est un peu, les gens ne sont pas nécessairement toujours... Les gens avec une maladie d'Alzheimer ont tendance à pas aussi bien réaliser qu'ils ont les symptômes que les personnes qui les entourent. C'est sûr, par exemple, la perte de mémoire, on l'a oublié, la chose. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est moins un gros effet sur leur qualité de vie parce qu'eux, ils font leurs choses. Mais pour leurs proches qui se sont fait demander la question 3 fois dans la même conversation, ça peut être plus difficile de ce côté-là. Donc, moi, je crois que ça explique en grande partie cette différence-là. Là. Très intéressant. Merci beaucoup. Félicitations pour la publication de votre article. Surtout, Alexandre, comme étudiant, c'est une plume dans ton chapeau. Bravo. Continue en recherche, d'ailleurs. Merci. Excellent. On a une autre question de Viviane Ney.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'avais une question sur l'implication clinique de ces résultats. Est-ce que vous pensez que ça changerait de quoi, comme dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, ou est-ce que ça va demeurer comme la même? Alors, je vais peut-être répondre. Ça ne va pas changer pour le diagnostic, mais ça va peut-être changer l'ouverture de la procédure de la ponction lombaire pour le diagnostic. C'est sûr qu'on ne veut pas faire une ponction lombaire à toutes les personnes qui débutent une maladie d'Alzheimer. Voilà, un monsieur âgé ou sous anticoagulant ou une clinique vraiment typique, ça ne nécessite pas de faire une ponction lombaire, on est d'accord. Mais il y a beaucoup de cas où le diagnostic n'est pas fait de façon optimale. Et moi, personnellement, je pense que c'est vraiment important pour plusieurs raisons. Déjà, donner une explication. Quand les gens comprennent ce qu'ils ont, ils peuvent se battre contre une maladie. Comment se battre contre quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, ou qu'on n'a pas le diagnostic? Je vois souvent des patients qui sont traités avec un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Quand on leur demande pourquoi ils ont ça, ils ne savent pas. Comment est-ce qu'ils peuvent se battre contre une maladie qu'ils ne savent même pas qu'ils l'ont? Donc, c'est sûr que, voilà, moi, c'est mon opinion, mais peut-être que je me trompe. Et peut-être qu'on va découvrir, bon, pour l'instant, les résultats préliminaires, ça ne penche pas là-dessus, mais imaginons qu'on découvre qu'en fait, les gens, ils sont très malheureux. Ils aimeraient mieux rester dans l'inconnu plutôt que d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est peut-être quelque chose qu'on va trouver. Et puis, dans ce cas-là, on ferait peut-être un peu moins la procédure. On pourrait peut-être un peu changer nos façons d'agir aussi. Donc, c'est une question qui reste ouverte. Et le but, c'est surtout de faire de l'éducation des populations de soignants. OK, merci beaucoup. Excellent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nos présentateurs? Je trouve votre case study que vous avez publié super intéressant, compte tenu des événements qui se passent en ce moment avec COVID, les vaccins et tout. Donc, j'ai pas lu l'article, mais est-ce que vous dites que, par exemple, ce vaccin-là a mené à cette méningo, là, je vais dire le mot, puis je vais sûrement le rater, là, mais le méningo... Ça, là, oui. Est-ce qu'il y avait c'était vraiment un lien entre les deux? Parce que souvent, on entend les gens dire, le lien entre le vaccin COVID et les maladies ou des problèmes de cœur, par exemple. Ça a été sorti assez souvent. Dans votre cas, vous, c'était vraiment un lien entre ces deux choses-là. Est-ce que c'est quelque chose de quand même assez rare, j'imagine? Est-ce que c'est une personne sur des millions ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent? Donc, j'aimerais entendre un peu vos opinions là-dessus. Tu peux répondre? Oui, je veux dire, de mon côté, quand on a commencé à écrire l'article, j'avais fait une revue de la littérature un peu, puis on n'avait pas vu d'autres cas à ce moment-là, puis on a vérifié plusieurs fois, puis il n'y a rien qui a été publié, mais c'est sûr, ça se peut très bien que c'est arrivé à d'autres moments sans être publié, là. Mais oui, je dirais que ça rentre tellement dans la catégorie de choses rares. Dans notre cas, le but un peu de faire toutes les sérologies qu'on avait fait, puis certains éléments clés comme les IgG qu'on avait trouvés dans le LCR, puis ça pousse vraiment à dire que oui, ça a été causé par le vaccin dans ce cas ici. Mais c'est sûr, puis on en parle un peu dans l'article, complications neurologiques de la maladie de la COVID-19 comme telle, qui, à ce qu'on peut voir, ont l'air d'être beaucoup plus fréquentes qu'avec le vaccin. Donc, on en a parlé un peu, puis on dit on n'irait pas jusqu'à recommander que le vaccin n'est pas un bon vaccin. C'est un très bon vaccin. Mais c'est juste important de savoir que ça existe, puis que ça peut s'être reconnaître si ça se passe. Puis, entre autres, ça, c'était une patiente qui avait un antécédent d'une réaction inflammatoire contre le vaccin. Donc, on a aussi parlé que chez elle, elle attribué un système immunitaire qui est plus actif que la normale. C'est intéressant, merci. Et pour vous, Dr. Witkowski, j'avais une question par rapport à vos patients Alzheimer. Vous l'avez peut-être mentionné, mais est-ce qu'ils étaient en début de diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou est-ce que c'était plus tard dans leur diagnostic?
que vous avez fait la ponction lombaire? Il y avait un petit peu de tout. J'ai quelques patients qui arrivent à des stades très précoces. Malheureusement, chez ces patients qui ont des formes à début vraiment tôt de maladie d'Alzheimer, ils mettent du temps à arriver jusqu'au cabinet du neurologue. Ils sont d'abord diagnostiqués avec des dépressions, avec des burn-out, des fatigues chroniques. Enfin, voilà, ils ont toutes sortes de diagnostics avant d'arriver jusqu'à mon bureau parce que c'est des formes plus rares, c'est des formes plus inhabituelles. Et puis, c'est vrai que quand quelqu'un de 50 ans se plaint de sa concentration, on va d'abord penser à de l'anxiété, à autre chose, avant de penser « Oh, c'est une maladie d'Alzheimer précoce ». Donc, la plupart, je pense, étaient à des formes plutôt modérées de la maladie d'Alzheimer. Intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Non? Donc, encore une fois, j'aimerais vous remercier les deux, Alexandre et Dr. Witkowski, pour votre temps, pour votre présentation. Je pense que ça a illuminé beaucoup de choses en termes d'un point de vue étudiant, que ça donne faire la recherche, puis d'un point de vue superviseur, si on veut, que ça donne faire la recherche. Puis c'était très, très informatif. Et encore une fois, bravo pour votre publication. C'était une excellente première conférence qu'on offre les médias ici. Donc, nous, on va continuer à les donner à chaque mois, mais vous avez vraiment mis la barre haute. Donc, je vous remercie beaucoup. À tous une belle journée et merci encore. Et merci à vous pour l'opportunité. Merci.